Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravie qu'on ait demandé à un pharmacien d'officine d'intervenir. Donc, je suis une terrienne. Je suis dans la dispensation et aujourd'hui, je vais vous proposer une auto-évaluation ou une réactivation de mémoire. Vous allez l'interpréter comme vous voulez, par une interactivité, ayant déduit que faire des listes d'interactions n'était pas forcément le meilleur plan pour que vous me suiviez avec joie. Voilà. OK. Bon, le petit nouveau slogan, on en a connu beaucoup. Dans nos officines, on n'hésite pas à afficher, à être effectivement dans la promotion de la lutte contre l'antibiorésistance. Ça fait partie de nos missions de professionnels de santé. Je vous fais une promotion très rapide du pharmacien. Allez, je vais être un peu corporatiste. Trop souvent vécu comme un distributeur et nous sommes des dispensateurs, hein. Je pense que là, l'approche globale a du sens. Donc, les antibiotiques sont des médicaments et comme tout médicament, nous avons un code et des bonnes pratiques de dispensation qui ne datent d'ailleurs malheureusement que de 2016, mais que nous avions anticipé dans l'intégration du quotidien. Nos missions sont plurielles pour l'antibiothérapie. Je n'ai pas tout mis. Je peux dire d'emblée que la prévention par le biais des vaccinations qui nous seront autorisées dès 2023 sur la prescription et également l'injection est un acte aujourd'hui très fort reconnu par la profession. Si j'en veux par exemple le pneumocoque, hein. La lutte contre l'antibiorésistance, c'est la promotion au comptoir, des slogans et aussi les rappels sur chaque dispensation. La lutte contre la iatrogénie, ce sera notre sujet puisque bien sûr, on va être dans les interactions médicamenteuses et on est vraiment sur le bon usage. Le bon usage qui est une globalité générale. On fera toujours des rappels sur les risques d'une automédication non encadrée et en particulier le rappel systématique à tout patient de ramener les antibiotiques et les autres médicaments non utilisés à l'officine où ils seront détruits par le biais de cyclamède. La problématique de la profession pour l'antibiothérapie, c'est pas de résoudre l'antibiorésistance en nous suggérant sur la base du volontariat de faire une dispensation à l'unité. Ça, c'est quelque chose que personnellement je rejette, qui n'a pas d'ailleurs prouvé son efficience. Aujourd'hui, si on veut avoir des conditionnements industriels adaptés aux recommandations des consensus qui évoluent, ben c'est la piste pour éviter d'avoir une dispensation à l'unité, et puis aussi que les bonnes pratiques et les derniers consensus puissent pénétrer les prescriptions en fait de nos libéraux. Voilà, je crois que ça c'est une bonne solution. On se pose des tas de questions en tant que pharmacien lorsqu'on reçoit une ordonnance, et en particulier en matière d'antibiothérapie, on s'intéresse au fait qu'il y ait éventuellement une allergie connue à un antibiotique. Si cet antibiotique a déjà été utilisé, en fait, c'est simplement plusieurs yeux dans la chaîne de soins pour être sûr de ne pas avoir une problématique. On se demande si l'antibiothérapie est justifiée. Vous allez me dire, mais qui êtes-vous pour penser qu'elle est justifiée? C'est juste une réflexion que l'on se pose et on est surtout attentif dans le cadre de la pathologie que l'on a pu identifier par interaction avec le patient, de savoir si c'est le bon antibiotique, si c'est la bonne posologie et la bonne durée de traitement. Et pour ça, moi, j'ai un outil que j'adore en appli sur mes postes de dispensation à l'officine, c'est Antibioclic. Voilà, c'est ma Bible. Je pense qu'elle est partagée aussi par bon nombre de professionnels de santé prescripteurs. Voilà, donc je suis dans la recherche toujours d'interactions potentielles. C'est un peu le travers du potard. C'est le défaut de notre formation, notre avantage aussi peut-être, je ne sais pas. Et on a une approche globale du patient. Je fais la promotion du dossier pharmaceutique, historique des 4 derniers mois de la consommation médicamenteuse prescrite d'un patient, qui permet d'avoir une approche globale quand on a plusieurs prescripteurs qui ne sont pas forcément au courant, dans l'attente de l'espace numérique santé et de son activation, de ce que consomme le patient. Voilà, et bien sûr des tas de conseils associés. Je vais y revenir parce que le moment de prise, c'est très pharmaceutico-centré, sachant qu'il a déjà été mis en avant par le prescripteur, peut-être notifié sur l'ordonnance, mais on va le redire. On a aussi la vue sur avant, pendant, après le repas. Voilà. On est très insistant sur l'observance. Pardon, c'est un mauvais terme, c'est pour ça que j'ai mis adhésion thérapeutique. Faire comprendre que ce n'est pas parce que ça va mieux qu'on arrête. On parle des effets généraux, des effets spécifiques des antibiotiques qui ne doivent pas faire arrêter une antibiothérapie trop précocement.
Voilà. Et puis, j'adore les fiches antibio malins. Pour moi, le support de l'oral par un pharmacien vis-à-vis de son patient doit être relayé par des fiches. On sait très bien qu'entre l'émetteur et le récepteur, il y a des fuites. Et puis, voilà, j'ai d'autres choses, des quiz dont je peux faire la mise en œuvre. Voilà pour résumer. C'est des réactivations de mémoire. Il y a 4 niveaux d'interaction. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, la contre-indiquée, c'est tolérance zéro. La déconseillée, on est dans une contre-indication relative avec évaluation bénéfice-risque. Et là, on sera dans des partages, bien évidemment, entre prescripteurs et dispensateurs. Et puis, les précautions d'emploi et les à prendre en compte. Voilà, rien de très nouveau. Comment je fais, moi, quand j'ai une interaction médicamenteuse que j'ai détectée? Voilà. Alors, bien sûr, on a tous, prescripteurs, dispensateurs, on est tous concernés, des bases de données. On a des logiciels métiers, des logiciels d'aide à la dispensation, à la prescription pour les prescripteurs. Et puis, voilà, on a le thésaurus des interactions médicamenteuses de la NSM, on a Vidal qui va nous aider, on a les RCP, on a Teriac, bref. Aujourd'hui, je vais vous demander d'oublier un peu tout ça parce que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et puis, finalement, travailler sans outils. Voilà, sans filet. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Quand j'ai un doute, parce que le doute ne doit pas rester chez le dispensateur, je vais me retourner vers le prescripteur pour faire une intervention pharmaceutique, terme consacré par la Société française de pharmacie clinique. Bon, ça fait un peu prétentieux, mais bref. Très difficile de contacter les prescripteurs, souvent. On vous dérange en plein acte, finalement, de consultation. Donc, on va appliquer la méthode SAED, HAS, situation, antécédent, évaluation et demande. Et on va déjà préparer une solution et on ne demande qu'à être en interpro, bienveillance et coopération. Voilà. Et donc, je mets vraiment en avant l'intelligence collective. On est tous concernés par les interactions médicamenteuses, des prescripteurs, et je vais en oublier, donc je ne vais pas tous les citer. Mais n'oublions pas aussi les infirmiers qui sont là, voire des aidants qui peuvent avoir une acuité particulière. Et donc, c'est le modèle de Reason qu'on appelle, où finalement, chaque barrière constituée par la fameuse tranche de gruyère fait qu'on ne doit pas avoir les trous du gruyère qui vont correspondre, sinon on va droit dans le mur et c'est la iatrogénie. Donc, c'est un petit clin d'œil. Je ne vais pas vous barber avec les interactions pharmacocinétiques, pharmacodynamiques, les cytochromes. Alors, il y a des 2D6, il y a des 1A2, il y a des 2C8, il y a des 3A4. Alors, ça fait flipper les étudiants en pharmacie, mais franchement, voilà, ce n'est pas le sujet du jour. J'avais oublié les protéines de transport, la glycoprotéine P. Voilà. Alors, je ne vais pas faire ma savante parce que je ne suis pas pharmacologue du tout, je ne suis qu'une praticienne. Donc, je vous propose l'outil WooClap. Donc, vous allez avoir un code. Alors, bien sûr, vous participez ou pas. Hein. C'est totalement anonymisé. Hein. Libre à vous. C'est pour donner un peu de fun et peut-être se remémorer des petites choses et partager. Avant de vous soumettre des questions qui ne sont que des cas pratiques avec des affirmations vraies ou fausses, on retrouvera partout nos fameux AVK qui sont de moins en moins prescrits. Pour le coup, le Préviscan n'est plus initié, mais on a encore de vieux patients qui en prennent. Bon, et un peu de coumadine qui reste, la sénocumarole. Hein. Le citron, c'est beaucoup moins. Donc, on aura toujours ces fameuses interactions avec les antibiotiques, des familles qui sont en particulier concernées. La conduite à tenir pour moi, pharmacien, lorsque j'ai un patient sous AVK, c'est de m'assurer qu'il y aura un suivi beaucoup plus rapproché de son INR pendant et après, et de savoir s'il a à disposition finalement l'open bar pour faire des INR. Sinon, j'appelle le prescripteur pour qu'il fasse des ordonnances. J'ai en mémoire une patiente sous fluoroquinolone, c'était de la ciprofloxacine, qui est montée à 20 en INR. Voilà. Avec hospitalisation en urgence et elle ne saignait même pas. Bon, oui. Alors, voici le code qui sera votre passe pour pouvoir accéder à l'application que certains peut-être connaissent. Je vais vous laisser tranquillement. Vous me dites quand vous êtes à peu près prêt. Ça, je ne peux pas l'évaluer. Et donc, je vais vous proposer une petite histoire. Des petites histoires que j'ai construites qui valent pas cher, mais qui permettent peut-être de faire réfléchir. Donc, pour le coup, ça concerne une prescription par un chirurgien dentiste pour une jeune femme et qui a donc été mise sous spiramycine métronidazole
et ainsi que pour des douleurs apparemment assez costauds, un palier 2, tramadol, paracétamol. Elle a commencé son traitement tout de suite et elle va revenir finalement le lendemain en disant « Hier soir, j'ai fait une fête chez des amis et je me suis sentie pas bien, sensation de chaleur, palpitations, voilà, fourmillement. » Voilà. Alors, voici mes affirmations. Eh ben non, voilà, quand l'outil ne veut pas les affirmations, c'est là. Pardon. Alors, cette réaction un peu bizarre de malaise est due au tramadol, qu'elle ne tolère pas bien. C'est que le tramadol, ce n'est pas la molécule la mieux tolérée. Tramadol, métronidazole, j'ai une précaution d'emploi. Spiramycine, tramadol, une association déconseillée. Je majore les effets du tramadol. Et la consommation de champagne potentialise les effets du tramadol. Voilà, vous pouvez y aller. Donc, votez. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je dois arrêter. Peut-être vous pouvez être une bonne participante? Oui? Je vois très mal, excusez-moi. Les lunettes sont là-haut, mais elles ne m'aident pas. D'accord, 40. Très bien. Alors, dois-je attendre que tout le monde réponde ou... Ah oui, ça monte, ça monte. Merci beaucoup pour votre aide. Ça monte, ça monte. Il y en a peut-être qui vont s'abstenir. Non, même pas. Peut-être je vais arrêter. Allez. Et donc, on va regarder les résultats et on va voir des pourcentages. D'accord, bah, je suis contente parce que je vous ai piégé aussi. Hein. Donc, c'est le but. Se tromper, moi j'ai le culte de l'erreur, c'est pour que demain, bah voilà, ce soit acquis. Donc, nous allons aller sur... alors, la réaction, elle n'est pas du tout due au tramadol, non. Il n'y a pas de précaution d'emploi, il n'y a pas d'association déconseillée. Par contre, je suis d'accord, la consommation d'alcool avec le tramadol, qui est un agoniste mu, donc un opiacé n'est pas l'idéal. Alors, les réponses correctes, il n'y en avait qu'une. J'ai posé cette question, pourquoi? Pour aborder en fait l'effet antabuse, parce que la personne a fait une fête. Quand on fait la fête, en général, on boit un petit peu d'alcool. Et donc, les nitroimidazolés, je vous ai fait une fiche après, eh bien, effectivement, ont un effet antabuse. C'est-à-dire qu'ils empêchent le métabolisme de l'alcool. Et donc, on va avoir une inhibition de l'acétaldéhyde déshydrogénase avec une accumulation d'acétaldéhyde qui va générer des flushs, des bouffées, des palpitations, des nausées, voire des vomissements, donc intolérance à l'alcool. L'effet antabuse, c'est en fait le principe thérapeutique de l'espéral, le disulfiram, hein, pour empêcher les gens de boire dans le sevrage alcoolique. Donc, lorsqu'on a cette association, il faudra dire aux patients de s'abstenir. Alors, je ne dis jamais d'alcool, il paraît que c'est pas beau, de boissons alcoolisées. Voilà, ça percute moins. Pendant la durée du traitement, mais pas que, parce qu'il faut compter en fait le temps d'élimination de la molécule, en l'occurrence le métronidazole. Sa demi-vie est entre 8 et 10 heures, et donc l'élimination, c'est 5 demi-vies, donc jusqu'à 48 heures après l'arrêt du médicament. Du coup, je fais un petit flash sur les macrolides. Voilà, puisque la spiramycine est un macrolide. Vous aurez tout le loisir de découvrir ça et je ne vais pas tout détailler. Peut-être des grands points à retenir. Les macrolides, sauf la spiramycine, sont des inhibiteurs du cytochrome 3 à 4 et par lequel passent bon nombre de substrats. Alors, ces trois-là, alors le Ketec, on n'en parle plus parce que, bon, balance bénéfice-risque pas top. La claritro et l'érythromycine sont vraiment impliquées dans les interactions médicamenteuses que je vous ai mises. Donc, les contre-indications non négociables, risque d'ergotisme ici, la colchicine surdosage, bien évidemment avec des risques de décès, et les dérivés dopaminergiques ergotés chez les patients parkinsoniens. Voilà. Et puis, clarithromycine et érythromycine, j'ai cru bon de rappeler la domperidone, la simvastatine, qui est quand même une statine relativement courante, et l'hexaban, qu'on voit prescrit de plus en plus, avec apixaban, rivaroxaban.
et l'alfusosine. Donc ici, majoration des effets bien évidemment hémorragiques et ici, des effets indésirables sur la tension. On a toujours en tête, nous pharmaciens, c'est une obsession, mais on ne sait pas comment faire finalement pour en parler. C'est tout ce qui est torsadogène ou médicaments susceptibles de donner des torsades de pointe. En fait, il faudrait faire des contrôles électrocardiographiques, mais nous, on ne peut pas prescrire et on ne connaît pas en fait le profil patient. Donc, vous voyez qu'on est dans des impasses. Toujours est-il que dans les substances qui sont en fait torsadogènes, vous avez la spiramycine, que ce soit par voie injectable ou orale, et l'érythromycine, c'est simplement en IV et on a une contre-indication absolue. Alors, les torsadogènes, pour ceux qui adorent, ça passe par l'amiodarone, par le sotalol, par l'hydroxyzine, par le citalopram, l'escitalopram, enfin bref, toutes les classes thérapeutiques éclectiques en fait, parce qu'il n'y a pas de rigueur, mais également les neuroleptiques. Voilà. Alors, j'en arrive finalement à mon effet antabus. C'est pour ceux qui sont passionnés par les métabolismes, hein. Donc ici, cet acétaldéhyde qui est accumulé. Donc, pour le métronidazole, on va attendre bien sûr 48 heures. Mais on a le secnidazole également qui est concerné de la même façon. Mais comme vous le voyez, une demi-vie qui est plus longue, donc 5 fois la demi-vie pour ne pas boire d'alcool. Et puis, les sulfamides hypoglycémiants, autre classe qui est concernée. Bon, je passe sur ce que j'ai mis en petit. C'est pour ceux qui sont passionnés par les interactions. On va continuer. Donc là, un petit cas de dermatologie. Donc, Monsieur Paul présente une ordonnance pour furoncle compliqué et il a une prescription de pristinamycine, 1 gramme 3 fois par jour pendant 5 jours. Et le dossier pharmaceutique de ce patient nous permet d'avoir une approche globale de ces traitements, ce que n'avait peut-être pas le dermatologue qui a prescrit ou le médecin de garde qui est venu. Hein, voilà, tout est possible. Et on a du losartan, donc un sartan, la colchicine, l'allopurinol, donc un patient qui est goutteux, inhibiteur de la xanthine oxydase. Voilà, je vous propose les affirmations. Il y aurait dû avoir de la mupirocine en association à ce traitement. La pristinamycine est un inhibiteur du transporteur glycoprotéine P. Pristinamycine allopurinol, des effets dermatologiques potentialisés. Pristinamycine colchicine, association déconseillée, contre-indiquée. Ce traitement augmente les effets indésirables de la colchicine. La clindamycine 3 fois par jour, 5 jours, aurait été préférable, avec bien sûr des associations de recommandations sur l'hygiène, changement du linge, toilette à l'eau et au savon de façon quotidienne. Allez-y, votez. Alors, le compteur monte, doucement. Alors, il n'y aura pas de podium à la fin, il n'y a rien à gagner. Alors, ça monte lentement et sûrement. Il y en a qui ont décroché parce que ça les barbe. Vous faites comme vous voulez. Bon, je vais atteindre 50 et puis je vais arrêter peut-être. Alors, plusieurs réponses possibles. Hein. Vous faites comme vous le sentez. Bon, je vais arrêter là. Hein, on est sur 48. Alors, vos résultats. OK. Pas de mupirocine, hein, ce n'est pas du tout dans les recommandations, le traitement local plus par voie générale. Ah, vous n'aimez pas les interactions médicamenteuses, hein. Eh oui, c'est un inhibiteur du transporteur de la glycoprotéine P et du coup, on va avoir une biodisponibilité augmentée, une toxicité de la colchicine. Pourquoi j'ai pris cette interaction? Parce qu'on est dans une interaction contre-indiquée et malheureusement, trop de décès sont dans la littérature dus à cette interaction. Voilà. Donc là, je blague. L'allopurinol présente des interactions potentielles avec l'amoxicilline sur des risques de réactions dermatologiques augmentées, mais avec la pristinamycine, pas du tout.
Et ici, oui, on peut être sur un accident potentiellement létal. Et la clindamycine, bah, c'était le bon plan. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Antibiotiques, hein, donc je pense qu'ils ont raison. Ah, bah, je vous ai donné à l'oral, je passe. Donc, ici, la petite fiche pour rappeler la contre-indication absolue non négociable et en fait, l'inhibition de la glycoprotéine P, qui est une protéine de transport. Voilà, on continue. Je vous propose Stéphane qui a 58 ans, qui est sous méthotrexate, donc un patient immunodéprimé. Il est traité pour un pso. Il a un abcès dentaire et le dentiste de garde lui a prescrit de l'amox 2 grammes par jour en 2 prises pendant 7 jours. Je crois que c'est les recommandations aussi. Et il se présente à la pharmacie quelques jours après la fin de ce traitement. Il se dit fatigué. Il a mal à la gorge. Il présente quelques aphtes dans la bouche, donc des problèmes de mucite. Alors, les ulcérations de la muqueuse buccale, c'est peut-être un signe précoce d'un surdosage en métaux. Méthotrexate amox, association contre-indiquée. Méthotrexate amox déconseillé, comme pour le cotrimoxazole. Le mécanisme d'action est un effet compétitif au niveau rénal. Voilà. La iatrogénie aurait été évitable si le patient avait eu un DP. Ben oui, si le dentiste avait peut-être su qu'il était sous méthotrexate, il n'aurait pas eu cette attitude. L'azitro, 3 jours, bon choix. Spiramycine, 3 jours, pardon, 7 jours, bon choix. Vous êtes très attentif et concentré. Je suis contente. Alors, nous sommes à 43. On monte. Je vais arrêter à 50 peut-être. On chie la barre ou pas? 50. Allez, j'arrête à 50, ce qui est déjà 51. OK. Vous êtes d'accord, ce problème d'aphthose, oui, oui, c'est un signe de surdosage en méthotrexate. Alors, ce n'est pas une association contre-indiquée, c'est juste une association déconseillée. Mais c'est déjà une contre-indication relative. Donc, il y a certains praticiens qui feront, s'ils ne peuvent pas prendre de l'amox, eh ben, ils pourront arrêter temporairement le métaux. Bon, ça, c'est en partage et en coopération. Là, je vous ai piégé parce que c'est vrai que c'est une association déconseillée, mais pas comme dans le cas du cotrimoxazole. Voilà, il y avait un petit piège. Donc, on est bien dans une compétition au niveau rénal. Bon. Le DP aurait eu beaucoup de sens pour éviter la iatrogénie. Et ces deux affirmations sont tout à fait vraies. Donc, voici les réponses correctes. Voilà. Cette interaction, je la vois couramment au sein de mon officine. Alors, vous allez me dire, vous n'avez que des patients sous méthotrexate? Bah, j'en ai quand même pas mal. Et comme, pour le coup, l'amox, c'est l'antibiotique de première intention, eh ben, on les met sous amox. Et pour prendre un exemple familial, mon propre père, il y a 15 jours, a été mis sous amox acide clave pour une parotidite potentielle, supposée, et bah, il est sous méthotrexate. Et donc, après échange avec le médecin traitant ne connaissait pas cette interaction et son logiciel ne lui avait pas signalé une problématique. Donc voilà, bah, il était ravi d'échanger et de pouvoir statuer. Donc, la petite fiche pénicilline, hein, ou bah, le rappel. Et puis, l'amoxicilline à l'opurinol, c'est simplement à prendre en compte. Il y a des risques cumulatifs, en fait, mais il n'y a pas de consensus à ce niveau-là, donc à l'appréciation en fonction du profil patient.
Je vous propose Catherine, 22 ans, une jeune femme qui vient à la pharmacie. Et vous savez, c'est fréquent, hein, ce type de demande. Et on est dans une impasse à ce jour, comme vous le savez. Donc, j'ai des envies fréquentes et urgentes d'uriner depuis ce matin. Ça me brûle. Pas très original. Elle n'a pas de fièvre, elle n'a pas de douleur lombaire. Donc, la bandelette urinaire peut être pratiquée par la patiente dans le cadre de la convention pharmaceutique au sein des toilettes de l'officine. C'est nouveau, ça vient de sortir. Bon, sinon, elle pratique ça chez elle. Et puis, pour le coup, bien sûr, on donne les conseils, le modalité de recueil, on se lave les mains, on ne va pas prendre le premier jet, etc. Bon, il se fait qu'elle a leucocytes et nitrites positifs. Donc, moi, à l'officine, je vais conseiller de la canneberge, c'est super, avec du démanose. Ça empêche l'adhésion, en fait, les adhésines bactériennes au niveau des voies urinaires. Et puis, je dis de boire beaucoup et tout va bien. On oriente vers la consultation médicale impérativement à ce jour, sauf dans le cadre de protocoles de coopération en exercice coordonné. La prescription médicale de fosfomycine en une prise unique 3 grammes, elle est incontournable. La prise du sachet se fera en mangeant pour avoir une meilleure absorption. En deuxième intention, il aurait pu être envisagé le pivmécilinam, le Selexid, très vieux produit qu'on a remis au goût du jour. Donc 400 mg 2 fois par jour pendant 5 jours ou pendant 3 jours, je ne sais pas, et avec un grand verre d'eau juste avant le coucher. Allez-y. Alors on monte, 30. C'est un vrai problème hein, pour les pharmaciens, l'accueil de ces patientes qu'il faut orienter. Alors j'attends 50 et puis j'ai enchaîné. 51. Allez. Ah non, c'est pas un bon conseil là. C'est du conseil de marchand de la pharmacie qui veulent à tout prix vendre quelque chose. Non. Là, le seul recours que l'on ait, c'est l'orientation vers la consultation médicale. Et moi, je m'abstiens parce que par une thérapeutique finalement qui ne rentre pas dans les recos, je risque d'avoir un retard de prise en charge et finalement de pérenniser cette infection urinaire. Donc, ce n'est pas responsable. Oui, c'est l'orientation vers la consultation, sauf dans le cadre des protocoles. La phosphomycine, tout à fait. Non, la phosphomycine ne se prend jamais en mangeant, donc c'est 2 à 3 heures avant ou après un repas. Ce que dit le RCP, l'idéal est une prise au coucher après vidange finalement de la vessie. C'est jamais très pratique. Moi, je dis à la patiente de prendre au plus vite en éliminant en fait la prise du repas concomitante. Hein. La deuxième intention, c'est bien le pivmécilinam. Ça, vous avez raison. Aujourd'hui, c'est 3 jours. C'est depuis 2021, c'est récent, et non plus 5 jours. Et désolé, il y avait un petit piège. Il y a des risques d'ulcération œsophagienne si le patient se couche immédiatement. Il faut attendre 30 minutes avant le coucher. Voilà. Et les réponses correctes, elles étaient là. Donc, un petit flash info sur le pivmécilinam, voilà, qui est apparenté au pénicilline. Donc, l'association méthotrexate qui est déconseillée et l'acide valproïque également. Voilà. Nous continuons. C'est la petite histoire. En fait, ma patiente que j'ai déjà vue, elle va revenir aujourd'hui me voir parce qu'elle a fait quelques petites récidives de cystite. Elle ne boit pas assez, quelquefois des cystites après rapport chez les jeunes femmes, bref. Cette fois-ci, elle va vous expliquer que ce n'est pas tout à fait pareil comme d'habitude et que comme elle avait de la fièvre et des frissons, elle a préféré consulter alors qu'elle disposait vers elle d'un sachet prescrit par avance pour la prise en charge de ses cystites. Voilà. Donc, elle va avoir une prescription de ciprofloxacine 2 fois par jour, du paracétamol. Elle aura un ECBU à réaliser avec antibiogramme. Et elle va revenir
après réalisation de l'antibiogramme pour son traitement de relais avec de la Cipro pendant 5 jours. Alors, une automédication n'aurait pas été raisonnable. J'entends par automédication le fait d'avoir un sachet de phosphomycine en avance vers soi. La prise de probiotiques comme le Saccharomyces boulardii peut limiter la survenue de diarrhée, mais prise à distance de la ciprofloxacine. La lévofloxacine, une prise par jour 500 est recommandée comme l'eau-flot en traitement probabiliste immédiat. Il faudra conseiller la prise de ciprofloxacine avec un yaourt indépendamment du repas pour prévenir d'éventuelles diarrhées dues à l'antibiotique. Courage, il n'y a plus que 2 questions. Le repas sera bienvenu, mais il y a encore une intervention. Alors, je vais atteindre les 50, j'espère, et puis on va regarder un petit peu. 44. Bon, allez, on regarde. Oui, j'aurais voulu 100% sur l'automédication. Mais bon, ça veut dire que nous, pharmaciens, on voit pas mal de prescriptions d'ordonnances anticipatoires avec 3-4 sachets, parce que on sait bien que c'est difficile de trouver son médecin et que nous, on ne peut pas finalement donner de phosphomycine, prescription médicale obligatoire. Mais attention, la confiance que l'on place dans l'automédication non encadrée n'est pas toujours un bon plan. Alors, la prise de probiotiques, oui, c'est très bien, même si ce n'est pas forcément reconnu, mais réensemencer la flore, c'est pas si mal. La lévofloxacine, oui, elle est recommandée, mais pas l'eau-flot, ça fait plus partie des recommandations. Et désolée, mais la ciprofloxacine interagit avec le calcium et les aliments très calciques, et donc par phénomène de chélation, il ne faut pas prendre du lait et un yaourt, même si c'est bien. Donc, le yaourt en dehors de la cipro, mais pas en même temps, 2 heures d'écart. Alors, voici les bonnes réponses. Voilà. Oui, c'est là. Et voilà. Donc, un petit flash fluoroquinolone, puisque... donc, à retenir, le problème de chélation, ça c'est avec finalement pas mal de cations. J'ai pas mis le calcium, je rêve. Bon, écoutez, excusez-moi, c'est un oubli. Alors, les sels de magnésium, d'aluminium, fer, zinc, le sucre alpha, même s'il est plus prescrit. Donc, administration à distance. Voilà. Et puis, il y a le problème des médicaments qui allongent le QT, donc les torsadogènes. On a vraiment une contre-indication uniquement pour la moxifloxacine que je ne vois plus beaucoup Isilox en prescription. Voilà. Cipro et métaux, c'est déconseillé, finalement, comme Amox et méthotrexate. Et puis, la ciprofloxacine, c'est un inhibiteur du cytochrome 1 à 2. Donc, les substrats de ce cytochrome vont avoir potentiellement un risque de surdosage. Et là, je vous ai mis un pêle-mêle. La théophiline, c'est souvent ce qu'on cite, mais bon, on s'en fout, on n'en voit plus en prescription. Par contre, oui, le zolpidem, ma foi, on en voit. Et la caféine, c'est la caféine associée dans les médicaments, voire la caféine que l'on peut boire, mais bon, on est un peu plus énervé, c'est tout. Peut-être pour moi le rappel que le risque de tendinopathie est majoré, même si c'est une précaution d'emploi, lorsqu'on a des glucocorticoïdes en traitement prolongé, d'autant plus qu'on a des patients âgés et également dans le cadre de pratiques sportives intensives. Et bien sûr, les AVK, ma patiente qui était montée à 20. Voilà, alors... on continue à descendre sur les familles, je vous rassure, je ne les ai pas toutes prises, hein, les principales. Angèle a 20 ans, elle a une consultation gynécologique, elle est sous pilule,
donc œstroprogestative. Elle manque un peu de fer, cette jeune fille, donc du tardiféron lui a été prescrit. Et bien évidemment, elle aura une réévaluation. Elle demande une boîte de Maalox, donc antiacide, hydroxyde d'aluminium et de magnésium, parce que les jeunes, ça ne mange pas forcément très équilibré. Et elle va vous présenter une ordonnance de doxycycline qui lui a été prescrite la veille par un dermatologue pour traiter son acné. Alors, qu'est-ce que je vous raconte? Nous, pharmaciens, on essaie toujours de faire des plans de prise pour faciliter en fait la compréhension du traitement et l'observance. On peut même les imprimer et les donner aux patients. Donc, pour le coup, doxycycline le soir au coucher, tardiféron le matin au milieu du petit-déj. Doxycycline avec un yaourt grec, particulièrement riche en ferments lactiques, ça c'est bien pour les intestins. Le Maalox, s'il est pris avec la doxycycline, c'est peut-être bien parce qu'on aura moins de gastralgie. Le tardiféron et la doxycycline pour favoriser l'observance, on va les faire prendre en même temps. Et sinon, on peut conseiller la prise de doxycycline le matin et tardiféron le soir. Bon, ça monte vite, c'est bien. J'arrêterai à 50. J'arrête là, parce que je sais que le temps court et qu'il y a une autre intervention après. Bon, allez, 50. Bon, j'arrête là. Alors, la doxycycline doit toujours être prise en mangeant et pas du tout avant le coucher. 30 minutes d'écart, il y a toujours des problèmes de risque d'ulcération œsophagienne. Donc, c'est comme le pivméthylimane, il doit être pris en position assise, voire debout, mais on ne doit pas se coucher 30 minutes, dans les 30 minutes, pardon. Il faut attendre 30 minutes entre le coucher et la prise du médicament. Quant au tardiféron, on préconise plutôt à jeun pour optimiser l'absorption. Après, ça dépend de la tolérance digestive qu'on en a. Le yaourt grec, vous n'avez pas été dupe. Bah oui, il y a du calcium et ça ne va pas avec les cyclines. Le Maalox ne sera pas pris en tant qu'antiacide en même temps que la doxycycline parce qu'il y a le problème des cations métalliques, le magnésium et l'aluminium. Donc, ça diminue l'absorption. 2 heures d'écart entre les deux, c'est tout. Pas question de prendre le tardiféron et la doxycycline puisqu'il y a du fer et que ça va diminuer l'absorption par phénomène de chélation. Donc 2 heures d'écart entre les deux. Et la dernière recommandation, oui, le doxycycline le matin en mangeant et puis tardiféron le soir, c'est bien. Voici les réponses correctes. Voilà. Puis on arrive à l'avant-dernière, ouf. Depuis 3 mois, vous avez donc une adolescente qui est traitée par de la limécycline 300 mg, donc tétralysal, prescrit par son médecin traitant pour 4 mois. Il apparaît que ce traitement ne marche pas et donc la maman de cette jeune fille n'était pas présente à la consultation. Elle vient montrer l'ordonnance de sa fille, toute récemment prescrite, donc, et qui fait mention d'isotrétinoïne, donc dérivé rétinoïque utilisé dans le cadre de l'acné sévère. Dans son dossier pharmaceutique, cette jeune patiente a une pilule qui s'appelle Déligé, qui est une pilule œstroprogestative. Alors, cherchons un plan de prise. L'isotrétinoïne le matin, jeun, la limécycline au repas du soir. D'avoir limécycline, isotrétinoïne, c'est une synergie d'action. Il faut arrêter la limécycline, qui est un inducteur enzymatique de la pilule. Bon, on se rappelle les effets tératogènes, en fait, et la nécessité du carnet de suivi patient, etc., et de la mise sous contraceptif. Et l'isotrétinoïne peut provoquer des troubles du système nerveux central.
Bon, ça monte un petit peu plus lentement. Je vais arrêter à 40, si vous voulez bien, sans frustrer personne. À 43, bon, allez. La parole est à vous, de toute façon. Allez, on va arrêter là. L'isotrétinoïne est toujours prise au cours du repas. La limécycline, la doxycycline, c'est à prendre en mangeant. Là, c'est de préférence en dehors des repas. Pas de synergie d'action, évidemment. L'association cycline-isotrétinoïne est une contre-indication absolue pour risque d'hypertension intracrânienne. Voilà. Je raconte n'importe quoi, il n'y a pas d'induction enzymatique. Voilà. Et l'isotrétinoïne peut provoquer des troubles du système nerveux central, de l'hypertension donc intracrânienne, au même titre que donc les cyclines, d'où la contre-indication absolue. Voilà, vous aurez là une petite fiche pour ceux qui auront envie de se replonger dans cela. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez le thésaurus des interactions médicamenteuses de l'ANSM. Pour le cotrimoxazole, je n'ai pas fait de cas pratique, mais peut-être avoir en tête aussi les AVK comme d'habitude. Et puis la phénitoïne, le méthotrexate, clairement, là, on est dans une contre-indication parce qu'en fait, il y a deux mécanismes d'action. Il y a la réabsorption, en fait, le phénomène de compétition au niveau urinaire avec l'augmentation de la toxicité. Et en plus, le cotrimoxazole, c'est un antifolate, ce qu'est également le méthotrexate, inhibition de la dihydrofolate réductase. Voilà, et le répaglinide, pas trop prescrit, mais est déconseillé avec le trimétoprime, qui est un inhibiteur du 2C8. Voilà. Et il y a aussi des contre-indications pour aller plus loin et des déconseils avec les torsadogènes. Notre dernier cas, si vous voulez bien. La patiente est mariée, elle a 2 enfants, elle a contracté la tuberculose lors d'un voyage et donc elle va avoir une ordonnance d'initiation de traitement avec, conformément aux recommandations, 4 antibiotiques, isoniazide, rifampicine et ethambutol pyrazinamide. Elle a un dossier pharmaceutique avec une pilule œstroprogestative et elle vous demande en plus 2 boîtes de paracétamol, 1 gramme. Vous allez lui recommander l'usage d'une protection mécanique pendant le traitement et un cycle après à cause de l'éthambutol. Le choix d'une pilule progestative serait meilleur. Donc, une désogestrel. Prendre impérativement les antituberculeux en mangeant pour l'absorption. La rifampicine est un puissant inducteur enzymatique. C'est un inhibiteur enzymatique, comme le pyrazinamide, et elle accélère le métabolisme du paracétamol et la formation de métabolites hépatotoxiques. Vous êtes moins inspiré par la tuberculose. Je n'ai pas de la rifampicine tous les jours non plus dans mon officine. Hein. Je suis honnête. Hein. Je me suis dit, je la mets pas. Bon, je la mets. Voilà. Bon. Allez, je vais aller jusqu'à 40. C'est le dernier cas, alors. On se fait plaisir ou pas? OK. Vos résultats. La solution, c'est que la rifampicine, c'est un puissant inducteur enzymatique du cytochrome 3 à 4. Voilà. Comme d'ailleurs les antiépileptiques type carbamazépine, phénitoïne, etc., primidone, phénobarbital, etc. Donc, nécessairement, il faut une contraception mécanique associée à la pilule, qu'elle soit progestative ou œstroprogestative, on s'en fiche parce que ça va diminuer son efficacité et puis une maternité ne serait pas souhaitable. Les antituberculeux doivent toujours être pris à jeun parce qu'on diminue en fait leur absorption par le biais de la prise de nourriture, donc inducteur enzymatique. Et elle accélère, oui, le métabolisme du paracétamol.
Donc, de toute façon, il y a hépatotoxicité générale de tous ces antibiotiques antituberculeux. Et pour le coup, la patiente, elle devra prendre du paracétamol sur des posologies qui respectent les recommandations, pas de surdosage, parce qu'effectivement, on risquerait d'avoir des problèmes hépatiques. Pour ceux qui adorent aller plus loin, je ne rentrerai pas dans les détails. Je vous remercie pour votre attention.